Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, ravi de vous retrouver sur Poker FM en direct des WSOP. Je vous ai promis des castings de qualité, j'ai pas menti. D'abord une légende du poker belge, co-fondateur de Pure Poker, vainqueur de 4 bracelets WSOP. Là, le CV, ça déconne pas. C'est monsieur Michael Gatti que je reçois pour la première fois. Salut mon Mika. Salut, merci de m'avoir invité. Non, ravi d'être avec toi, de partager ce moment avec toi. Les amis, vous l'avez vu, t'es venu une fois toi pendant le confinement. T'es venu dans mes émissions une fois pendant le confinement, toi. J'avais fait une émission remote, ouais. Légendaire homme pour tout un tas de raisons qu'on va évoquer, mais surtout plus gros teufeur de l'histoire du poker français. Il vit actuellement au Mexique, il joue au poker, il est professionnel, c'est évidemment un excellent joueur, mais c'est surtout l'homme de vos soirées, mesdames. Si vous regardez cette émission, il est là pour vous. Sachez que depuis qu'il est au Mexique, le repeuplement se passe bien, effectivement, avec un taux de natalité qui dépasse fréquemment les 15%. C'est monsieur Bigzou Wap. Salut Loïc, merci de me réinviter. Avec ça me fait plaisir d'être là, on va bien rigoler. Bah, écoute, tout pareil. Les amis, je vous invite tous les deux parce qu'en plus, vous êtes tous les deux des festifs, c'est ça qu'on aime. Et puis, ensemble, on va parler de ce Vegas, de Vegas en général, de vos vies aussi. Déjà, on va la faire simple. Vegas, pour vous deux, ça vous évoque quoi? C'est quoi pour vous l'importance dans votre vie, Vegas, dans votre vie perso et dans votre vie professionnelle? Mon Mika, quel bracelet, c'est toi qui démarre. Moi, c'est un peu comme le camp de vacances, tu vois. C'est genre, tu te reviens tous les ans, tu revois tes potes, tu partages une villa avec les mêmes personnes, tu revois tous les gens que t'as pas vus pendant toute l'année ou que tu vois rarement. Ouais, j'ai des super bons souvenirs quoi, de Vegas chaque année. Donc, Est-ce que c'est la date que tu marques en prio? ouais, je suis là tous les ans, du début à la fin. Donc ouais. Mon Léandri? Alors, pour moi, c'est un peu la même chose, Vegas, encore plus cette année, qui est une année que j'ai passée du coup au Mexique. Je suis pas du tout rentré en France, en Europe ou autre, et tous mes amis du poker européen, enfin, tous les Français, ouais. Je les ai pas vus. Il y en a qui ont maigri, il y en a qui ont grandi. Ouais. Donc ça m'a fait plaisir de revoir tout le monde et là je me sens un petit peu comme à la maison en fait. J'ai l'impression de faire des home games, on revoit tout le monde, on fait des restos, on rigole, on va dans les pool party. Puis voilà, je me sers de l'expérience acquise au Mexique, à Playa del Carmen pour la transmettre aux potes gérer ici, tout voilà. ça. Les amis, le niveau des WSOP, tu sais, j'en entends souvent parler parce qu'il y a plein d'avis différents. Vous, ça fait quand même longtemps que vous êtes joueur de poker. Toi, Léandri, ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans. 5 ans, donc ça commence à faire un petit moment. Mika, plus de 10 ans? Genre 13 ans, je crois. 13 ans. Vous, votre avis sur les WSOP, sur le niveau global des WSOP, c'est élevé, c'est plus facile peut-être que certains l'imaginent, c'est peut-être plus facile même que les 500 balles qu'on peut trouver en France par exemple ou ailleurs. Vous en pensez quoi de ce niveau technique? Perso, je trouve pas que c'est très relevé, non. C'est très mix, quoi. Tu vas jouer des joueurs qui jouent le premier tour de leur vie et tu vas jouer des pros. Donc il y a beaucoup de disparités, mais je trouve pas ça spécialement élevé, non. Je dirais pas que c'est plus facile qu'un 500 non plus, mais... Ok. Mon point de vue, c'est que c'est pas plus élevé c'est clairement pas plus élevé qu'en France. C'est moins relevé qu'en France sur certains aspects que je trouve que les Américains sont beaucoup plus gambleurs que les Européens de manière générale. Ce qui fait qu'un Européen, il a la facilité de venir et de spiou littéralement, peu importe le buy-in, même sur des 1500, 2500, peu importe. Ouais. Enfin, plus facilement qu'un Français, où les Français, j'ai l'impression, sont plus conscients de l'argent, on va dire. Ouais. Ou plus aussi, pauvres. Ouais, aussi avec un pouvoir d'achat plus bas. Et en fait, tu te rends compte tout simplement qu'on en parlait là il y a quelques temps à la bulle par exemple. Une bulle chez Winamax, j'ai déjà fait une bulle sur un Sysmix où la bulle dure des mains et des mains. Ouais. Ici, on était sur un deep stack, les mecs timés à la bulle. Oui, genre je veux jouer. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon, t'es 800 $. Il y a autre chose à faire. Quoi. Ça dégage. Voilà. Ouais, c'est vrai, ouais. Mika, on va commencer par toi. 4 bracelets, mon ami. Si tu fais le bilan de ces 4 bracelets, tu retiens quoi? Je veux dire, tu retiens le premier pour la saveur, t'en retiens un autre parce qu'il a été plus difficile. Comment on voit ça quand on en a gagné 4 dans sa vie? Je t'avoue que j'y pense pas vraiment, mais justement, celui qui m'a le plus marqué, c'est le premier quand même. C'est quoi les sensations? Raconte un peu.
La sensation, c'était vraiment exactement comme quand j'ai fait un saut en parachute, quoi. Genre, c'est une euphorie de malade et pendant 2 heures, t'es sur un petit nuage comme ça et genre tout est beau, tout est rose et c'était incroyable. Il y a un accomplissement? Tu te dis ok, là, je suis arrivé au bout d'un truc? Ouais, aussi parce que à l'époque j'étais jeune et je me trouvais très pragmatique et je me disais toujours en fait si j'arrive en heads up et que le mec me propose genre 5000 balles et il prend le bracelet et moi je prends la 2e place, ça me va très bien, tu vois. Genre, mais non. C'est ce que je me disais avant d'y arriver et quand j'y suis arrivé, tout a changé en fait. Ils te mettent le bracelet au milieu et à ce moment-là j'étais là genre non, en fait je ferai jamais ça en fait, je veux quand même gagner et j'ai envie d'arriver au bout. 4 bracelets. Et il y a un autre joueur en Belgique qui a 4 bracelets. Non. David, il y en a 3. David, il y en a 3. Dommage. Le jeune. Ouais. Tu es en quête perpétuelle. Une fois que tu en as gagné un, c'est une quête perpétuelle ou pas? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 types de joueurs. Tu as ceux qui ont réussi à avoir un bracelet, l'accomplissement est là, pas grave, c'est bon, c'est fait. Tu vois, entre guillemets, c'est rangé. Et j'ai ceux où j'ai l'impression à partir du moment où tu en gagnes un, c'est la course, c'est parti. C'est entre les deux, quoi. Genre ça me dérangerait pas d'en gagner plus, mais je fais pas tout pour ça. Je pourrais avoir un programme qui maximise les chances que j'en gagne un, jouer des 10 000 où il y a genre 100 joueurs, etc. Les trucs mix game que je sais jouer, mais je maximise quand même mon gain horaire en dollars, quoi. Donc j'ai plutôt joué un 1500 où il y a 10 000 joueurs et au final où j'ai très peu de chances de gagner le bracelet qu'un autre truc où mon gain horaire est plus faible mais où j'ai plus de chances de gagner le bracelet. Donc c'est pas la course à n'importe quel prix, quoi. Bon, Léandri, toi, tu te fais connaître parce que tu claques une très grosse perte sur un Sysmix il y a 5 ans. 5 ans. Quand je commence un petit peu avant. Ce qui est dur, c'est de continuer, de persévérer. Ce qui est très dur, c'est de durer dans le temps. Ouais. Pour un joueur, j'en ai vu plein passer. Tu dis que ça fait 5 ans, et 5 ans, mine de rien, c'est pas neutre, quoi. Moi, je vois des gens arriver et puis ça pète 1 an et demi et puis bon, c'est fini. Comment, à partir du moment où tu fais cette perf, elle instaure quoi pour toi? Le fait que tu vas être joueur pro longtemps, le fait que tu as une BR pour avancer, comment ça se passe pour toi? Tout au début, sincèrement, c'est le projet, c'était un petit peu une année un petit peu. Donc j'étais en études de médecine, du coup, et c'était une année de césure. C'était en études de médecine? Oui. Toi aussi. Mais non, toi aussi? Moi aussi, ouais. Cool. Ah ouais? J'étais en 2e année quand j'ai arrêté. Ouais, attendez, il va nous prendre par le col. Attendez 2 secondes. Changement de question. On reviendra après. Parce que là, juste une question. C'est que moi, un de mes meilleurs amis est médecin, un vieil ami à moi est aussi médecin, donc je sais à quel point, je parle pour la France, mais je suppose qu'en Belgique ça a été les mêmes galères, la première année de médecine, et d'ailleurs la 5e je crois aussi, mais c'est la première, ou la 4e? C'est la 6e, ensuite c'est le CN, le concours national, ouais, voilà, et en fait je commence à te faire... J'ai le droit. Ouais, on est dans le carré. Oui. Tu te commences à te faire pisser dessus dès la 4e. Ouais, sûr, on est à l'externat, donc. D'accord, voilà, c'est ça. Mais la première année, je veux dire, arriver à passer le concours, c'est un putain d'enfer sur Terre. Est-ce que quand... Ou pas, si t'es très brillant, je veux dire, mais enfin, moi je suis avec mes potes, ils en ont chié. Oui, non, c'est vrai, il y en a beaucoup qui. Non, il y a personne qui est. Et quand t'as passé il y a ça aussi en Belgique? Oui, il y a aussi le numéros clausus. Mais quand t'as passé. Tu dois pas juste réussir, tu dois réussir mieux que un certain pourcentage des autres. Mais quand t'as passé un concours aussi dur, entre guillemets, même si, entre guillemets, le poker, ok, est en train de te gagner et que tu vois que t'es un bon joueur, t'as pas envie de te dire putain, mec, je finis quand même parce que j'en ai trop chié. Non, vas-y, je te laisse. Dans mon cas de figure, alors j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. J'étais athlète, je fais de l'athlétisme pendant longtemps. Okay. Je voulais être kiné. Okay. Exactement. Pour continuer à faire de l'athlétisme. Okay. Sauf que je me suis dit que je vais partir en médecine pour prendre des connaissances et autres. Ouais. Et ensuite faire STAPS et passer le concours de kiné par STAPS. Mais avec un petit background. J'avais prévu de rater médecine. Je précise. Toi, c'est pour le sport. Non, mais attends, mais toi, tu t'es cassé les couilles violent. Oui, non, mais c'était pour prendre une année de background et être mieux formé. On m'a parlé de ça. On m'a dit, ouais, c'est bien si tu vas en médecine, même si tu rates. Après, tu seras mieux formé que les autres pour le concours en passant par STAPS. Je me suis dit, ok, why not? J'ai rien à perdre. J'y suis allé, il y avait de la lumière et autres. Et il y avait, en fait, sur le parvis, il y a beaucoup de ces choses-là qui s'appellent les prépas, qui te vendent des formations et tout. Et j'étais avec ma mère et elle s'est fait scam sans que je la voie. Et elle a pris une prépa. Du coup, après, je me sentais un peu obligé de réussir quand même d'une façon ou d'une autre. Et du coup, j'ai passé ma première année. J'ai validé kiné, dentaire, médecine, enfin j'ai validé tous les... Et du coup je me suis dit
bon, maintenant que je suis là, je vais aller en médecine, je vais continuer. On va être médecin, tant pis, voilà. on y est. Et j'ai continué, c'est super intéressant. Les études, ça m'a. Par contre, je me suis jamais vraiment intégré dans le milieu de la médecine. Okay. J'ai toujours adoré les études, j'ai toujours adoré les connaissances que j'ai acquises et autres. Et l'air de rien, je pense que ça m'a beaucoup appris aussi au niveau du poker, la rigueur qu'il faut avoir en médecine et la répétition, la mémoire, les choses comme ça. Et la logique aussi, etc. Ça m'a beaucoup appris, mais je me suis jamais vraiment senti à ma place. Et donc pas de regret quand tu dis... Là, j'ai fait 5 ans de médecine, ça fait 5 ans que je suis dans le poker. Enfin, il n'y a pas photo. Je comptais faire d'ailleurs un petit thread sur Twitter pour comparer les deux. En 5 ans de poker, j'ai rencontré des personnes de mon entourage qui sont vraiment des amis. J'ai plus d'amis de médecine. Enfin, je me suis jamais vraiment fait d'amis en médecine et j'en ai plus qui restent dans mon entourage actuel. Et par contre, dans le poker, j'ai rencontré des gens totalement différents qui m'ont apporté une tonne. J'ai voyagé, j'ai découvert le monde. Je me suis ouvert l'esprit à 1000%. Maintenant, je parle 3 langues, français, espagnol, anglais. Et en médecine, je gardais la pêche, quoi. C'était cool. Oui, t'as pas eu cette expérience-là. Exactement. Ok. Ouais, c'est clair. Et Mickaël, toi? Moi, j'ai passé ma première et je me suis arrêté milieu de 2e année. Je commençais à jouer au poker en fait en même temps, en parallèle, et j'ai gagné tellement au poker que je me suis dit, je vais juste arrêter 1 an. Je me suis dit, et si ça marche, je continue le poker. Si ça marche pas, j'ai pas perdu grand chose pour l'année d'après, quoi. Et ça a bien marché. Du coup, j'ai jamais repris. Et quel bracelet plus tard? Non, finalement, non. C'était pas longtemps plus tard. Ouais. Je crois que ça devait être 1 an plus tard. Ah ouais, c'est fou. Non, mais parce que tu sais, souvent on a l'image. En plus, c'est hyper intéressant que vous ayez ce parcours-là parce que trop souvent, les médias généralistes ont l'image de de toute façon, c'était des demeurés, ils savaient pas quoi faire, ils savaient faire du poker. Mais tu vois ce que je veux dire? Ou ils ont arrêté leurs études, mais bon, de toute façon, ils ont même pas passé de bac. Là, tu vois, les études de médecine, c'est des études très difficiles, quoi. Tu vois, c'est vraiment, c'est pas ça m'intéressait, c'est comme toi. Je crois que j'étais plus intéressé par l'aspect technique ou les connaissances et genre comprendre comment le corps humain fonctionne que vraiment le métier lui-même. Exactement, j'avais pas plus, désolé pour les autres, j'avais pas la vocation. Après, je pense que j'aurais été un bon médecin parce que j'étais toujours intéressé, même dans mes stages et autres, j'étais toujours intéressé de trouver la solution et de. Mais c'était plus. Je pense quand même d'un côté le côté égo de résoudre le problème plus que de sauver le monde. Certains, beaucoup en médecine, ont le complexe de Dieu, comme on dit, où ils veulent vraiment, j'ai sauvé des vies. Carrément. Mais on a eu à peu près le même déclic, c'est j'arrête 1 an. Mais personnellement, j'avais arrêté 1 an en me disant voir si ça va réussir. J'étais un peu plus arrogant, je m'étais dit je vais réussir pendant 1 an et je vais retourner. Après, j'étais reparti dans l'idée de repartir en kiné. Parce que la médecine, là, en fait, comme je disais, tu passes 5 ans et tu t'intègres avec personne, t'as pas trop de potes et tout. Ça commence à être lourd. C'est très concurrentiel. Très concurrentiel, la médecine est un peu... sectaire un peu, Je voulais pas dire le mot. On va dire, il y en a, on n'était pas beaucoup. On n'était pas beaucoup. Surtout à Reims, d'où je viens, où c'est beaucoup les écoles privées tu viens d'une école privée, j'étais le seul à venir d'une école de quartier. Et tous les autres, ils venaient des écoles Sacré-Cœur, Saint-Joseph. C'est vrai. Beaucoup avaient le nom de leurs parents à la fac déjà. Non, c'est pas vrai, c'est vraiment. Un jour, j'étais là, je draguais une petite meuf, comme là, tu connais. Et je dis, mais attends, professeur, je vais pas dire le nom par contre, mais professeur X, mais c'est. Ah ouais, c'est mon oncle. Je suis d'accord. D'accord, ok. Mais c'est vrai qu'au final, maintenant, on a une vie inverse, quoi. Quand je vois j'ai encore plein de potes qui sont médecins, et genre la liberté que t'as avec le poker, c'est l'inverse de ce que t'as en tant que médecin, parce que toutes tes années en tant qu'interne, t'es genre un esclave, quoi. Et tu sais que c'est très rigolo parce que donc un de mes meilleurs amis qui s'appelle Alex, mais c'est lui qui m'a amené à Vegas l'année dernière. Lui aujourd'hui, il commence à être fatigué par cette vie-là. En plus, il est médecin. C'est médecin de nuit, SOS médecin, donc c'est très dur, tu vois, tu travailles de nuit, c'est énormément d'heures, ça gagne bien sa vie, mais enfin il y a un moment donné tu pourris un peu ta vie perso, quoi. Et lui justement il est dans une démarche de au minimum de ralentir, voire d'arrêter, quoi. Et il est passionné par le poker, alors il arrêterait peut-être pas forcément que pour le poker, il arrêterait pour un rythme de vie plus calme. Mais c'est dur, quoi. Je pense que c'est un métier très très dur, quoi. Tu vois. Et surtout, t'as la pression de la société quand je fais ce métier. Le premier truc qu'on m'a dit,
quand je suis parti, parce qu'au début je suis parti en Angleterre, j'étais encore beaucoup plus proche de la France et je revenais, je faisais des allers-retours à peu près tous les mois pour voir ma mère et autres. Et je repassais, et je recroisais des parents, parce que j'étais aussi coach d'athlètes, donc je recroisais des parents de leur dire bonjour, mais qu'est-ce que tu vois plus et tout. Je fais je suis en Angleterre maintenant, je fais du poker, mais t'étais pas en médecine? Ouais, j'ai arrêté, mais t'es fou. Comment ça c'est? Enfin, tout de suite, tu vois, ça cherche pas à comprendre, mais t'es fou. Parce que non, au final, quand tu regardes des trucs objectivement, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Mais ça, ils sont branles les gens. Ça, non mais je sais plus qui c'est qui disait on te demande ce que tu veux faire dans ta vie, on te demande pas ce que tu veux être. Et c'est ça le problème, c'est quand tu te dis c'est quoi le métier que tu veux faire, mais avant de savoir le métier que tu veux faire, faudrait savoir la personne que tu veux être. Et après tu feras ton métier avec. Ouais, il y a des fois je chante des belles phrases. Je chante des belles phrases. Parenthèse médicale terminée. Donc ce Six Mix qui te révèle, et qu'est-ce que ça met sur toi justement comme pression, comme envie de perdurer, et quels moyens tu mets en place à ce moment-là? Comme j'ai dit, en fait, j'avais pas de pression au début parce que le projet c'était 1 an de break et de découvrir. Je parlais relativement bien anglais, mais j'avais envie d'être bilingue anglais. L'anglais, ça m'a toujours fait que je voulais parler une autre langue. Donc je me suis dit, bam, on va en Angleterre avec un très bon ami à moi, en premier coloc. On va à Liverpool, ville de football, enfin. On kiffe le truc et tout, mais ça se passe très bien. T'as vu tous les matchs? Non, c'est impossible. Quand t'arrives au début, tu peux pas. Il faut avoir un abonnement à Anfield, sinon c'est. Il n'y a pas de place à acheter. Non. Les mecs, mais après, tu vas dans les bars, c'est pareil. Hein, c'est. Enfin, là maintenant, je me souviens. Enfin, j'y ai passé 3 ans, pas qu'un, à Liverpool, et. Quand Jürgen, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, enfin, t'as des mémoriaux, genre Jürgen, un bar et tout, ils vivent le foot là-bas pour le coup, c'est. Ok. C'est cool. Et du coup, au début, le projet, c'était 1 an, en fait. Donc, il n'y avait pas spécialement de pression. C'était 1 an. Je pouvais reprendre médecine, parce que j'avais fait mis les choses en place. J'avais prévenu la fac. Ils avaient dit, pas de soucis, ça arrive. C'est plus fréquemment qu'on ne le pose. Enfin, je connais aussi pas mal de gens qui font des années qui s'appellent de césure, et c'est totalement accepté par la fac parce qu'ils savent la pression de ces études et autres, et ils acceptent 100% du temps, pour pas dire 99% du temps, que tu fasses une année de césure et que tu reviennes où t'en étais l'année suivante. Ça, il n'y a pas de souci. Donc je pose mon année de césure et j'ai césé pendant 3 ans, quoi. Je suis parti quoi. Et au final, voilà, je suis jamais revenu, et parce que ça s'est très très bien passé, beaucoup de run good et autres. Je pense que je me suis aussi bien entouré, l'entourage est super important en poker, et ça s'est très bien passé dès le début. Tu peux donner les gens, tu t'es entouré avec qui, quel joueur déjà mon colocataire qui m'a conseillé déjà de rentrer chez Spin Elite. Ok, où j'ai eu je pense du gratin en termes de coach. Clairement, je pense que les coachs étaient trop bon pour mon niveau actuel, je vais pas mentir. Okay. Mais ils m'ont apporté une tonne. Je peux donner les noms. Il y a eu Axel Zugzwang. Chez Spin, juste pour bien comprendre, tu vas pour le MTT ou tu vas pour le Spin? Pour le MTT à ce moment. Pour le MTT, d'accord, ok, très bien. Donc tu disais Axel Zugzwang, Igor Durcel, belge aussi, je la connais, et Crazy Donkey. Ouais, bien sûr, Crazy Donkey, évidemment. J'ai été coaché par les 3 et j'ai appris une tonne, et c'était vraiment. Les noms claquent. Voilà. Et du coup, l'entourage, et puis après, mes colocataires, plus tard avec le temps, qui sont venus à Liverpool. J'ai été le pionnier, mais beaucoup d'autres sont arrivés. Un que tu dois connaître également, qui fait pas mal parler de lui sur la scène live en ce moment, Virgile Turchi. Bien sûr. Voilà. Qui est pareil, une tête, et d'autres un peu moins connus qui étaient online. Enfin, on était un bon groupe de jeunes qui jouaient. Qui s'entraidaient, quoi. Voilà, qui vivaient ensemble, Liverpool, et ça m'a permis de rester, de m'accrocher en fait, avec des exemples de réussite comme ça. T'as envie toujours d'être voilà. Et donc là aujourd'hui ton jeu poker, c'est quoi? T'es toujours chez Spin? Je suis chez Spin Elite, mais maintenant je joue en Spin. Ok. Pour le coup. Pourquoi t'as fait ce j'ai changé exactement. Alors il y a eu beaucoup de choses. Ma 3e année de poker MTT, ça a été une année là où c'est pas que je fais pas une année perdante, je gagne 33 000 € sur l'année à peu près. Ok. Mais c'était net, en deçà de 33 000 net, quoi. Okay. Mais c'est en dessous de mes objectifs, sachant que l'année précédente, j'ai fait une année vraiment énorme à plus de 100K. Donc derrière, ça fait un petit peu. Ça fait moins d'argent. Ça fait moins d'argent.
mais avec le même rythme de vie. Donc, ce qui fait que ça fait plus d'argent. Exactement. Et à côté de ça, j'ai une relation de couple où c'est compliqué. J'ai du mal à me motiver à jouer, d'autant plus les soirs. Le rythme de vie du MTT me convient plus du tout. Okay. Et je passe en spin au début, encore une fois, juste pour une année. Ouais, ça marche pas pour une année. Et sauf que l'année se passe très bien. Du coup, ma 4e année, et pareil, je gagne 100K en spin. Et là, ben, ça se finit aussi avec que des trucs. Enfin, ça, c'est la vie personnelle. Mais je pars au Mexique, et là, c'est vraiment le changement de rythme de vie total. Donc, je suis joueur de spin, donc j'ai du temps pour profiter des Caraïbes. Et j'ai pas envie, en fait, de retourner en MTT parce que je pourrais concrètement retourner en MTT, surtout au Mexique où tu joues la journée et c'est top. Ouais. Mais en fait, ce qui me fait kiffer quand je joue en spin, c'est de pouvoir faire des breaks, de vraiment totalement gérer. Ouais, dès que tu démarres une session, tu es pour la journée. Sauf que moi, des fois, ben, on m'invite à des pool parties, à des roufs. Et je peux pas dire non. Faut qu'on est là, on est là. Mickaël, Pure Poker. Quel très beau logo. Regardez ce très très beau logo à la caméra, très bien présenté. Qu'est-ce que c'est Pure Poker, Mickaël? Parce qu'on parlait justement de Spin Elite et de renseignement. On fait la bizarraf. La bizarraf. Même si là il a mis de l'argent sur quelqu'un, faut que je le frappe. Faut que je. Pas de partie, on prend pas de partie. Faut que je trouve. Mais j'adore Raph. On t'embrasse fort, moi. Pure Poker, qu'est-ce que c'est Pure Poker du coup, c'est le projet que j'ai eu avec Thomas Boivin, un très bon ami. Et en fait, petit joueur, on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Thomas Boivin, que j'ai eu au téléphone. 50K à l'heure actuelle. Je t'explique. Puisqu'on a un projet dont on vous parlera à la fin, qui m'a envoyé son programme WSOP, enfin son programme pardon de Vegas, où je lui ai dit mec, il me faut 2 jours pour le tournage. Et il me dit, ouais, ça va être chaud. Je dis, mec, je suis à 60 jours. Il m'a envoyé son programme de Vegas. Il y a peut-être un cas où on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'en fait, son programme, c'est pas le programme. Il fait pas un programme, lui. Il prend tous les programmes de tous les casinos. Et dès que ça fait plus de 5000, il le joue. Donc en fait, il n'y a pas de. Même quand ça fait moins de 5000 d'ailleurs. Même quand ça fait moins de 5000 d'ailleurs. Ouais, même quand ça fait moins de 5000 d'ailleurs. Faut s'amuser de temps en temps. Donc ouais, Thomas, très gros joueur évidemment, Thomas. Ouais, très bon pote. Et en fait, on se disait tous les deux qu'on trouvait que la qualité des contenus de coaching en francophone était pas vraiment au niveau de ce que nous on pensait pouvoir faire. Et du coup, on s'est dit qu'il y avait de l'espace là-bas et on a décidé de lancer un site de coaching à 2 qui diffère de la plupart des autres sites de coaching dans le sens où la vidéo la plus facile à faire, c'est juste tu te filmes, tu joues, t'expliques ce que tu fais, mais c'est pas la meilleure façon d'apprendre parce que genre, pour moi la meilleure façon d'apprendre c'est vraiment de prendre un thème en particulier, d'étudier la théorie, de run un report avec tous les flops possibles, etc., de tirer des conclusions. Et du coup sur Pure Poker c'est ça qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment de la théorie pure où on passe sur une vidéo peut-être 8 heures en amont à tout calculer nous-mêmes et après on présente que les conclusions. Donc voilà, on pensait que ça manquait et qu'on pouvait aider de ce côté-là. Et c'est notre projet tous les deux. Et après, on a aussi recruté Guillaume de Anti-1 Winamax. Monsieur Guillaume Diaz. Ouais. L'idée, quand tu montes un truc pareil, tu te dis pas putain, il y en a tellement d'autres. Si, mais comme je te dis, genre, pour nous, il n'y en avait aucun autre qui avait la qualité que ce qu'on pensait pouvoir faire. Ouais, c'est-à-dire que pour toi, c'était vraiment différent. C'était vraiment au-dessus, quoi. Et qu'on s'adresse aussi parfois à une autre type de population. Genre, je pense que la plupart des sites de coaching s'adressent à des joueurs qui sont plus intermédiaires. Et je pense que nous, on peut même aider un mec qui est déjà pro depuis des années, quoi. C'est plutôt ce que vous visez ou pas, Mickaël? On fait tout parce qu'on a 3 types d'abonnements. Donc, on a basique, intermédiaire et élite, ce qu'on appelle. Et du coup, on essaie de viser un peu tout le monde. Mais je pense que là où on a vraiment une particularité qui est différente des autres, c'est sur l'abonnement élite, où un mec même qui est pro depuis des années, comme je sais pas, Jonathan Pastor était à ma table et il m'a dit, bah ouais, genre le contenu que vous faites, c'est top. Genre même lui peut apprendre de notre abonnement, quoi. Donc ça, je pense que c'est là qu'on se différencie d'autres sites. Et sur la manière pédagogique d'aborder justement le poker et cette manière justement que vous avez sur Pure Poker d'enseigner, comment vous répartissez les tâches entre Thomas, toi et Guillaume? Vous avez chacun des spécificités, chacun des modules que vous choisissez, des axes où vous êtes meilleurs les uns que les autres et vous dites ok, attends, ça moi je le prends, ça toi tu le prends? Ouais.
Ouais, on se répartit vraiment, on a un calendrier des vidéos qu'on veut sortir et on se dit chacun, ok, genre, moi ce truc-là je l'ai déjà étudié ou je me sens confortable de faire une vidéo là-dessus, du coup je prends celui-là. C'est vraiment assez flowy. C'est genre selon ce que tu ressens et ce que tu as envie de faire à ce moment-là. Aussi, on essaie de pas tout le temps faire la même chose pour pas devenir genre blasé, quoi. Ouais. Si Thomas fait 17 vidéos d'affilée sur les pots 3 bêtes, au bout d'un moment il va en avoir marre, donc on essaie d'un peu se répartir ça. Et après, Guillaume fait plus le côté basique, donc parce que je pense qu'il est très bon pour parler à des gens qui n'ont pas forcément le vocabulaire technique, ouais. Certaines bases, etc. Moi, je fais l'intermédiaire en majorité, Thomas fait en majorité l'élite, et après, on fait quand même des vidéos dans toutes les catégories, mais c'est plutôt comme ça, quoi. Ok, très bien. Le côté spin, toi, il y a forcément une question que je dois te poser. On entend de tout sur les spins. Les cartels, les bots, les machins. De toute façon, 50 € plus, c'est plus gagnable. De toute façon, 100 € plus, les mecs ne gagnent qu'avec le rake, etc. C'est quoi la vérité là-dedans? Enfin, en tout cas, c'est quoi ta vérité à toi là-dedans? Bon, déjà, faut comprendre que oui, les nitros, de toute façon, pour répondre à la dernière question, pour faire les choses simples, tu gagnes avec le rakeback, mais c'est le principe. Okay. Donc tu montes ton statut. Oui, c'est que le volume. C'est pas pour autant que tu ne gagnes pas d'argent, parce que si. Oui, tu peux gagner beaucoup d'argent. Tu gagnes même beaucoup plus d'argent que. C'est pour ça que la plupart des pros qui jouaient en régular avant sont passés en nitro. Il n'y a pas de secret. Les mecs sont là pour gagner de l'argent. On est au poker pour gagner de l'argent. Faut arrêter de se mentir. Donc on fera du tu gagnes avec. Un autre jour. Il faut. S'il y en a qui se posent la question, si on va dire quelqu'un qui se lance dans le poker ou un truc comme ça et qui veut gagner de l'argent en spin, va falloir monter un statut et ça va falloir cravacher. Je l'ai fait aussi. J'ai passé 2-3 mois entre la transition à... Bon, après, je pense que j'ai run good parce que j'avais pas de statut, mais j'ai quand même gagné de l'argent. Pas beaucoup, mais j'ai quand même gagné un peu d'argent. Pas autant que j'en gagne maintenant, par exemple. Mais tu passes 2-3 mois à monter ton statut, quoi. Ok. Et tu peux soit perdre de l'argent, soit ne pas en gagner pendant tout ce temps-là. Mais une fois que tu as ton statut monté et que tu as le statut maximum de rakeback et autres, c'est beaucoup de résilience pour le faire. Ouais. Ça, faut le dire. Mais après, c'est fluide, quoi. Okay. C'est cool, c'est fluide. Et tout ce qui est le reste, les cartels, etc. Alors, vrai ou pas vrai? Les cartels ou les bots, sur Winamax. Tu vois, tout ce qu'on entend parler là, est-ce que c'est du fantasme ou est-ce que ça existe? Je pense que ça existe, oui. Il y a des organisations connues comme BitB ou autres. Après, moi, je ne connais pas. Je ne suis pas sur Winamax. C'est sur les grosses rooms. Il est en train de me faire ça, Suisse. Non, mais je suis pas là. C'est sur Winamax. Ça existe après. Et d'ailleurs, parenthèse, Wina. Pour toi, parce que t'as été un moment dans le stream gang et tout. C'est fini, ça t'intéresse plus tout ça? Oui, non, ça m'intéresse plus trop, non. Le stream gang, enfin le stream gang m'intéresse plus. Moi, je suis toujours amoureux de Winamax, hein, de mon côté. Si j'ai fait le stream gang, si j'ai fait tout ça, c'était pour mettre un pied chez Winamax et fur et à mesure, voilà. Ouais, peut-être être dans les papiers au cas où. Ouais. Mais je pense que je manquais beaucoup de. Parce que Winamax cher, c'est des joueurs de live de toute façon. Ouais. Donc moi, c'est vrai que t'avais pas ce profil-là. Voilà, j'ai trop misé sur le online et sur j'ai beaucoup misé sur le communautaire, sur le streaming, mais c'était pas le genre de profil, je pense, qui cherchait tout simplement à ce moment-là. C'est quelque chose dont toi aujourd'hui. Et derrière, et ça a été après ma Top Shark totalement raté. Du coup, ça a été. Bon, je me suis dit. C'est bon, c'est la fin. C'est bon, ça suffit. Voilà, ça faisait 3 ans que j'investais quand même beaucoup de temps et d'énergie en fait dans le streaming. Chez Wina, ça demande quand même beaucoup de temps et d'énergie. Et pendant presque 3 ans. Ouais. Et à un moment, en fait, j'ai décidé de penser à moi et à ma carrière, quoi, tout simplement. Et vu que je ne joue pas en spin sur Winamax, je voyais pas trop d'aller restreamer sur Winamax. Quand je jouais en MTT, je jouais beaucoup sur Winamax et du coup je partais du principe que ce que je disais dans mes streams, ça avait un sens, ça avait, c'était honnête, quoi. Voilà, c'était honnête. Et du coup, en fait, quand tu ouvres Winamax qu'une fois par mois pour faire un stream et que t'en poses des questions en plus parce que j'avais plus envie de jouer en MTT, je voulais pas stream les soirs et autres, et du coup je jouais en spin sur Winamax quand même, et on me posait des questions et moi j'étais là, mais j'en sais rien en fait, c'est pas ma room, quoi, je sais pas. Désolé les gars, j'ai pas d'épargne. Donc au bout d'un moment en fait je me suis rendu compte que ça
ça avait plus de sens, tout simplement, malheureusement. Après, et surtout, derrière le déménagement au Mexique, je vais même plus du coup sur les festivals. Je savais que j'allais plus aller sur les festivals et autres. Ça veut dire que quoi? Toi, tu joues en live, c'est quoi? Les WSOP points? Oui, voilà. Et puis il y a des lives un peu au Mexique quand même. Oui, que tu fais de temps en temps. Si, voilà. Là, c'est récent, quoi. Mais on a déjà été, on avait vu, il y a des lives, comme je disais, à Ciudad de México, toujours des petits lives comme ça, sympa, quoi. C'est cool, quoi, le Mexique. Ma foi. Puerto Vallarta. Ma foi. Mika, 4 bracelets. Comment on fait pour en gagner 4 dans une vie quand la plupart des humains en mais c'est super facile, il suffit d'être très chanceux. Voilà. Tu penses que la part de chance est si importante que ça? Ouais, bien sûr. Enfin, je veux dire, il y a des joueurs qui ont un niveau similaire au mien qui n'ont pas 4 bracelets, c'est pas... Tu te dis pas quand même qu'il y a... Parce que j'ai regardé quand même ton CV. Et c'est 4 bracelets, mais il y a une deuxième place ou 2 deuxièmes places? 2 deuxièmes places. Il y a 2 deuxièmes places, 1 ou 2 troisièmes places. Il y a 10 TF quasiment WSOP. Je sais pas, je te crois. Il y a 10 ou 12 TF WSOP. Enfin, tu vois, c'est des chiffres, c'est pas anodin. Il y a plein de joueurs. On peut dire qu'il y a plein de joueurs pro qu'on connaît qui n'ont pas à gagner de bracelet. Mais ils ont eu peut-être 2 occurrences dans leur vie. 10, 12. Ouais. Deux fois où t'es deuxième. Bah, j'en ai joué beaucoup aussi, comme je te dis, je viens tous les ans, toute la période. T'as plein de joueurs qui en jouent plein. Est-ce qu'à un moment donné, mais je veux dire, votre modestie vous honore. Oui. Mais est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un truc, quelque chose en plus, peut-être que toi t'as compris, j'en sais rien, sur les structures, sur la dynamique de ces tournois-là, sur la manière dont les Américains jouent? Bah, peut-être, ouais, mais enfin. Quand je te dis ça, c'est quelque chose qui t'apparaît ou pas? Il n'y a pas non plus genre un truc secret incroyable, quoi. Après, je pense qu'une de mes forces, c'est de bien comprendre comment les gens jouent et comment je peux exploiter ça. Donc ça, je pense que je suis assez fort là-dessus. En live, forcément, ça aide beaucoup parce que les gens sont beaucoup plus exploitables. Donc je pense que peut-être que ça m'aide, mais je ne crois pas non plus que ce soit le facteur prédominant non plus, quoi. Est-ce qu'il y a une différence, je te demande d'ailleurs, chez les WSOP par rapport à ailleurs? Moi, je vois qu'il y a des différences à la table. Alors, c'est quoi, dans tous les pays, il y a des différences. Les Américains sont beaucoup plus... quand ils arrivent loin dans le tournoi, ils sont très tight, très honnêtes. Genre, ils jouent pas du tout à l'ego. Donc, ça les intéresse pas d'être le chef de la table, de gagner tous les coups. Ils s'en foutent de se faire bluffer. Donc, ça, c'est très américain. Et après, selon les pays, il y a des trucs différents. Mais genre, par exemple, tous les pays du Sud, c'est l'inverse. Tu vas en Italie, en Espagne, en Argentine, c'est l'inverse. Ils sont tous à l'ego. Si tu les bluffes, c'est la fin de leur vie. D'ailleurs, dans ce côté, on en parlait en off, d'ailleurs, dans ce côté très honnête, je l'ai vécu, ce que je disais dans l'ITM, quoi. C'est les mecs qui te disent non, mais je bluffe pas. Allons tous ensemble faire l'ITM, tu vois. On te vole qu'à la bulle. Ouais, non, mais c'est ça. Alors qu'en France, arrive à l'ITM, l'autre il te jette des verres d'eau dans la gueule en te disant meurs, enculé avec tes 3 blindes, quoi. Il y a aussi un respect d'ailleurs qu'ont les Américains. Je sais pas si c'est très agréable de jouer ici. Ah ouais. Moi, ça m'avait choqué l'année dernière. C'est la première fois que je m'installe pour faire un WSOP. $1 500, d'accord. Donc ça pique, c'est de l'argent, tu vois. Et au bout de Omaha, évidemment. Ouais. Au bout de 2 heures, il y a non, pardon, excusez-moi, un mix Hold'em Omaha. Et au bout de 2 heures, il y a un mec qui a payé un 4-bet avec 4 et 9. Et qui désosse un gars qui a 2 rois. Mais il le poutre complet, l'autre bust avec 2 rois, le regarde fait oh ok, nice hand. Et moi je regarde l'autre, je commence à nice hand, mais il vient de t'enculer avec 9 et 4, mais tu vas tuer sa mère là, tu te racontes. Enfin, en France, il y a bagarre générale si tu fais ça. Et les mecs, non, ils sont dans un respect et tout. C'est tellement mieux. C'est plus agréable, c'est sûr. Ils sont là pour jouer. Enfin, on oublie trop souvent les gens, les foregs ou les gens en fait. Certes, et je pense que ça c'est la mentalité française, ils viennent au poker pour gagner de l'argent. Enfin, les foregs, c'est intéressant en plus comme nom ce que tu dis. Comment? Les foregs, tu disais? Oui, voilà. Non, mais c'est intéressant comme concept. C'est ça le pire, parce que même un joueur gagnant, un règle normale, pareil, va pas avoir de réaction. Il se fait fourrer par 9 et 4, il se fait fourrer par 9 et 4, il va ouvrir les yeux, il va peut-être être frustré parce que s'il est en train de drop 30K sur le festival, mais après il va pas pourrir le mec. Parce que, je veux dire, on oublie trop souvent, enfin du moins... C'est un jeu, hein. D'abord, là tu viens pour jouer, donc si ça t'amuse de payer avec 9 et 4, ça l'amuse de payer avec 9 et 4, point. Toi, si t'es pro, t'es là pour gagner de l'argent, tu vas jouer différemment et tu vas faire des moves qui vont te faire gagner de l'argent.
mais c'est aussi parce qu'il a payé avec 9 et 4 que tu gagnes autant d'argent en fait, en général. Bien sûr, ouais. Parce qu'il y a des mecs qui, eux, ne jouent pas. Si on était dans un écosystème où il y aurait que des joueurs pros qui joueraient bien, eh ben j'aurais continué médecine. Hein. Non mais c'est... Bah ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, pour finir la fin de ce Vegas, enfin la fin, on est qu'au début d'ailleurs, mais entre guillemets la suite de ce Vegas, vous quand vous montez votre programme, vous le montez pourquoi? Vous le montez alors plus pour la compète, le plaisir, vous voyez ça comment et comment vous voyez la suite et la fin de votre Vegas? Personnellement, je le monte pour gagner un max d'argent et limiter au maximum ma variance. Donc s'il y a un tournoi à 3000 où je pense avoir la même EV, donc expected value, qu'un tournoi à 1500, je joue le tournoi à 1500. Et voilà, ça c'est mon programme. Ah ouais, d'accord, donc c'est très très millimétré. Ouais. Sachant que donc, il est possible que nous soyons sur les prémices d'un documentaire où j'ai peut-être pris 5 ou 6 profils atypiques. Est-ce que Michael Gatti est dedans? Est-ce que Thomas Boivin est dedans? Le suspense est insoutenable. Ah ouais. Mais on a fait une me réunion demande vraiment. on a fait une réunion ce matin pour préparer. Voilà. Allez, voilà. Le teasing, tu sais. Ouais. Voilà. Est-ce qu'ils seront dedans? Bon, va savoir, mais ils ont signé des contrats et des droits d'image, quoi. Après, c'est comme vous voulez. Toi, mon Bigzou, je te croise il y a 3 jours. On est en train de rail, non, avant-hier, chèvre miel. Chèvre miel, ouais. Chèvre miel. Le Nico. On est là, on est bien. Je te dis, mon Bigzou, c'est quoi ton programme? Tu me dis, bah écoute, cet après-midi, donc il y a party, beach party, pool party, pardon. Ok. Exactement. Je dis, mais demain, il me dit, écoute, demain, vers 14h, il y a pool party. Je dis, ok. Et après-demain, eh ben, il y a un 400, mais il y a une belle pool party. Il y a quand même une belle pool party. Tout à l'heure, on a bu un café tous les trois ensemble. Je t'ai dit, mais là, tu m'as sorti, donc t'es encore là 15 jours. C'est ça, 15 jours dans... 15 jours. Alors, il est là 15 jours, il m'a sorti 2 tournois. Il m'a dit, voilà, il m'a donné le nom de 2 tournois à jouer. Ouais, avec 3D1 à chaque fois quand même. Voilà. Non mais, il est là, tu ouais, donc ça fait... Bon après, je joue pas celui d'aujourd'hui parce que je vais en pool party. Voilà. Mais... Ou d'ailleurs cet après-midi, normalement, je vais le rejoindre, donc je découvrirai ça. Donc là, c'est quoi? C'est vraiment plus festif. Donc, ouais. Tu te mets pas de pression du tout? Spécialement. En fait, je suis venu... je suis enfin content des gains que je fais online et vraiment, c'est vraiment lisse, régulier en speed. Ouais. Donc, c'est presque tes vacances là en fait. Exactement, c'est exactement. et là, mon but, c'est, comme je dis, c'est de hunt un bracelet, mais sans mettre non plus en danger financièrement ou autre. Okay. C'est juste de hunt un bracelet sur les plus beaux events. C'est pour ça que je suis venu dès le 31 quand même. Hein. Ouais, j'ai joué quand même au poker ouais. aussi. Hein. J'ai joué les plus beaux events de WSOP qu'il y avait dans le 1000 Mystery. T'es venu un peu au début en te disant parce que il y aurait justement un peu moins de monde, ce serait peut-être un peu plus facile et tout ou pas? Aussi, c'est surtout que et surtout les events du début de Vegas entre 800 et 2000 ce que j'ai envie de jouer, c'est où il y en avait le plus. Après ça commence à monter beaucoup plus cher, à beaucoup plus de 3000, 4000, 5000 et dans l'idée, ouais, le but c'était un mois de vacances. Après, j'avais pas envie de passer trop de temps à Vegas. Logiquement, j'étais censé partir le 20. Sauf que tous les copains sont arrivés et tout. Ouais, c'est ça. On se sent bien et tout. Du coup, là, j'ai repoussé déjà au premier. Et parce que le 4, je pars en Argentine. Voilà. Et il nous a dit, bon, après, si par hasard, après, je peux pas. Il y a top j'ai 10, d'autres amis en Argentine et là, c'est vrai que ouais, bon, voilà. Voilà, du coup, je voulais pas rentrer à Playa tout seul. Je me suis dit, plutôt que de rentrer à Playa pendant 2 semaines et être tout seul et jouer en ligne, autant rester quand même jusqu'au bout de Chéré, jusqu'au bout avec les potes ici. Et du coup, je joue 2 autres events, le Monster Stack qui se joue actuellement, mais pas aujourd'hui. Je le jouerai dimanche parce que demain je vais sûrement récupérer. Il y a 3 D1. Il y a 3 D1, ouais. Ah oui, d'accord. Et le Millimaker, du coup le Millimaker et le 600 Poker News aussi d'ailleurs. Il est là, il est très beau. Le 600 Poker News. Ouais. Il est super structure. Et où ça là? Ouais. Quand? C'est vers le 28 juin, un truc comme ça. Il y a à peu près 300K à la gagne, une structure pour un 600, il y a 1 heure de niveau. Enfin, il est magnifique à jouer. Nice. Non, tu déconnes? Non, il est dans mon programme. Ça c'est des off, on verra après. Juste le fait que tu sois devenu joueur pro, mais de spin, est-ce que ça t'enlève aussi une pression de te dire rien à foutre de ce que je suis en MTT Clairement.
Clairement. T'as plus l'impression de te dire je dois gagner, je dois prouver que je suis un très bon joueur. Exactement. Parce que ça, toi, tu vois, avec Pure Poker, par exemple, Ouais. vous, c'est entre guillemets, c'est facile, c'est-à-dire que, bon, Belgique, entre guillemets, déjà plus petit pays, et puis, je veux dire, il y a 3 références, quoi, c'est pas pour te faire plaisir, on en parlait. Non, mais je veux dire, il y a Mika, Thomas et toi. Il y a Davidi, Thomas et toi. Donc, je veux dire, tu vois, il y a plus de stress. Tu as Ouais. gagné 4 bracelets. Thomas, il joue des 50K comme je joue des 10 balles. Et Davidi, bah, c'est Davidi. Donc, voilà, Davidi, tu peux pas toucher. Mais, donc, entre guillemets, vous avez moins de choses à prouver, voire plus rien à prouver. Tu vois, tu peux te prouver à toi-même, mais tu n'as plus rien à prouver. Oui, mais... ça aide, ouais. mais Parce bon- que, après, les gens sont très influencés par les résultats, tu vois. Genre, pour le même prix, j'aurais pu ne pas gagner 4 bracelets, j'aurais pu en gagner 0 ou 1. Je serais pas un moins bon joueur pour autant. Mais c'est sûr que ça aide aux yeux du grand public les résultats. Mais voilà, moi je voulais juste remettre quand même le truc au milieu. C'est genre, il y a des mecs qui ont jamais rien gagné et c'est pas des mauvais joueurs pour autant, quoi. D'ailleurs, tu sais quoi, ça va être ma dernière question que je vais vous poser à tous les deux. C'est un bon sujet, ça. Est-ce qu'on peut être un vrai bon joueur et avoir une carrière très moyenne? En MTT, je crois, ouais. En NTT, j'entends. Ouais, c'est totalement possible. Clairement. Je pense qu'il y a, en plus, après aussi, il y a aussi un facteur, Quand je dis très Le moyenne, je facteur, parle pas en ouais. termes d'argent, vous avez compris, je parle en termes de résultats, c'est-à-dire le mec va jamais avoir son one time, va jamais s'approcher d'un bracelet ou Ouais. même, tu vois, de s'approcher d'un sismique, s'approcher même d'un SPO, enfin, tu vois, de tournois dans différentes catégories, mais Ouais, si tu prends que le live, c'est complètement possible. Après, si tu comptes le online avec, là, ça devient plus non, moi je compliqué. compte vraiment live. parce que le volume qu'il faut pour, au final, pour arriver, on va dire, à son EV, il est quand même assez énorme Mhm. et en live, c'est juste différent. Pour moi, c'est juste différent, quoi. Et il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte aussi, justement les possibilités. Un joueur qui va être très très fort techniquement et autres, s'il n'a pas les possibilités de jouer, parce que pour des raisons financières, du coup, Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. tu le sauras jamais, en fait. Tu le sauras Ouais, jamais. parfois, les rollers, c'est pas les tournois les plus durs parce qu'il y a beaucoup de règles qui sont très forts, mais qui peuvent pas mettre 50 000 dans le tournoi. Ouais. Et du coup, au final, les 50 000 sont plutôt faciles, entre guillemets, parce qu'il y a que vraiment le top des joueurs qui peuvent les jouer en tant que pro. Et après, tout le reste, c'est des amateurs, quoi. Donc, ça joue aussi, quoi. Il y a des mecs qui sont très forts, mais tu les vois pas sur les 50 000. C'est intéressant ce que tu dis, ça. Mhm. En fait, on s'imagine toujours que les top tournois les plus chers, mais non, en fait. Parce que ça devient un tout petit pool, et le reste du pool, oui, c'est forcément que des hommes d'affaires, des businessmen. Exact, ouais. Exactement. Bah, les amis, c'était hyper intéressant de vous avoir. Merci. Merci. beaucoup. Avec grand plaisir. Mon Mickaël, peut-être Peut-être. dans un ouais. docu. On Allez croise les savoir. doigts, là. Vers le 7. Hein On croise les doigts. On croise. Inch'Allah, comme ils disent dans les bons milieux. Et attends, je suis pas sûr qu'il faut la garder celle-là, parce que vu ce qui se passe en France en ce moment, ça va être un peu chaud. C'est pas évident. On est mal barré. Ah, ouais, ouais. Et vous, la Belgique, on se fout tout le temps de votre gueule, mais en fait, nous, la France, c'est 100 fois pire, tu vois. C'est vraiment une Ouais, casse. ça va, on a voté un peu moins à droite en Belgique, là. Ah ouais, là, ouais. 3% moins. En Flandre, pas trop, mais ouais. Ça va être chaud. Mais si je commence à attaquer le sujet, je peux me faire bannir ma chaîne. Donc allez, on va continuer. Donc dans le docu, soyez là en novembre. Purepoker.fr. Ouais. Ils sont malins, les gars. Ils viennent de Belgique, mais ils savent où il faut aller chercher l'argent. On voulait que les gens soient... Non, .fr. On voulait que les gens quatre en soient sûrs que Belgique ce en soit même en temps. français. On avait peur qu'avec le .com, les gens pensent que ce soit en anglais. Du coup, on a pris .fr pour que ce soit clair, c'est francophone, quoi. Les mecs, ils sont bons en stratégie. C'est moi qui vous le dites. C'est un peu Bisous. mon boulot, hein. Yes. Tu coaches ou jamais, toi? Je code jamais parce que je suis fainéant. On me demande. Très bonne raison. Ça, c'est une honnêteté. Puis après, quand tu fais 100K par an, finalement, est-ce que tu as vraiment envie de coach? Il y a aussi de ça. Et non, c'est que justement, en fait, pour moi, coacher, ça mettrait une pression. C'est pas que je doute de pouvoir transmettre mes connaissances et autres. Ça te mettrait une pression que ton autre réussisse, que exactement. réussisse. Et j'ai pas envie de cette pression actuellement dans ma vie de poker et autres. Et ça demande de l'investissement. Ouais, ça demande beaucoup d'énergie, Je m'investirai trop émotionnellement. Je suis quelqu'un comme ça et je peux pas. Je coach des amis, par exemple, mais gratuitement. Ouais, mais c'est l'amitié. Voilà, c'est l'amitié. Et il n'y a pas de. Voilà. C'est l'amitié. Et tu disais l'été prochain, pour le prochain Vegas, sûrement tour opérateur, tu m'as dit, pour des soirées. C'est ça, exactement. Genre, nice.
C'est que moi, en tant qu'industriel, je mets pas beaucoup de parts dans des boîtes. Hein. Mais alors moi, mec, t'ouvres une boîte, tour opérateur pour faire vivre la meilleure expérience. C'est ça, on arrive d'abord à Playa del Carmen pour vivre l'expérience. Non, ils ont le séminaire Winamax. Ah mec, non. Rien à foutre, on peut faire mieux. On peut faire mieux à Playa del Carmen, préparation, reprise du jet lag, etc. Et après, bam, on glisse, on arrive ici et vous inquiétez. Et là, vous allez voir, c'est un programme de 30 jours avec un jour de tournoi, 2 jours de récup. Un jour de tournoi, 2 jours de récup. Un jour de tournoi, 2 jours de récup. Moi, je suis prêt à mettre des billets. Je suis prêt à te prendre 25% de ta boîte tout de suite. Je sais qu'on va gagner beaucoup d'argent. Et puis, un tour chez Spinelli, s'ils veulent. N'hésitez pas, justement. De très bons coachs au moins là-bas. Voilà. Ils m'ont tout appris. Et on l'embrassera parce qu'on l'aime. Et on embrassera. Merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis sur Poker FM. On se retrouve très très vite en direct des WSOP. Ciao, ciao, ciao. Ciao tout le monde.